Peut-on contourner ou doit-on contourner ou est-il légal de contourner la réglementation anti-Airbnb? Alors vous allez voir que c'est pas si simple. La réglementation anti-Airbnb est étroitement liée à l'essor de l'activité de location meublée en courte durée et ce sont des sujets que je traite abondamment puisque ça évolue tout le temps dans le droit d'investir au travers des podcasts, des vidéos et des séances de coaching commun mensuelles. Cela dit, comment être malin sur tous ces sujets et peut-on contourner? Alors, il faut savoir de quoi on parle. Chaque ville, en réalité, peut édicter, suivant ce que lui permet la loi, des règles plus ou moins contraignantes sur la location meublée de courte durée, dite Airbnb. Alors Airbnb, c'est le nom de la marque, évidemment, le nom de la société. Mais on peut dire Booking, on peut dire Abritel, on peut dire location saisonnière, touristique. Moi, je regroupe tout ça sous le vocable location en courte durée. Une ville, par exemple comme Paris, va imposer des obligations de compensation très strictes pour pouvoir acheter un local qui serait actuellement à usage d'habitation et le mettre en location courte durée. Et tout ça nous ramène à la définition de la location courte durée. Là encore, c'est pas si simple puisqu'il y a plusieurs articles qui en parlent, mais il n'y a pas de définition gravée dans le marbre. Pour faire assez simple, retenez que la location courte durée est destinée à une clientèle de passage pour des locations à la nuit, à la semaine ou au mois et pour une clientèle qui n'y élit pas domicile. On retrouve ces dispositions dans plusieurs codes différents. Cela dit, sur ces moyens de contourner, on va pouvoir, dans certains cas, utiliser des baux de moyenne durée, notamment le bail mobilité, puisque le bail mobilité n'est pas un bail assujetti à la réglementation dite anti-Airbnb. On va pouvoir aussi, dans certains cas, utiliser des baux de moyenne durée, dits de résidence secondaire ou de logement de fonction, pour quelques mois qui répondent à des impératifs spécifiques. En revanche, ce que je vous déconseille de faire, c'est d'essayer de contourner littéralement, mais illégalement, la réglementation anti-Airbnb. À cet égard, le bail mobilité a déjà été sanctionné lorsqu'il a consisté à scinder un appartement en plusieurs chambres louées à des personnes via des baux mobilité différents. Et la Cour d'appel de Paris a sanctionné cette pratique à raison, je pense. Autre pratique que je déconseille, s'imaginer que parce qu'on va passer par un prestataire professionnel, une conciergerie ou une société de sous-location, cela va vous permettre de contourner la réglementation anti-Airbnb. Non, ce n'est pas le cas. La sous-location n'est pas faite pour ça. Et les sociétés de conciergerie qui mettent en place ce genre de pratique, à mon avis, sont vraiment à la frontière et ça peut vous retomber sur le nez. En effet, c'est quand même le propriétaire qui reste responsable du respect de la réglementation. D'accord? Donc à l'heure où j'enregistre cette vidéo, je ne connais pas de moyen de contourner légalement la réglementation anti-Airbnb. Je ne pense pas non plus que ça soit souhaitable. Pourquoi? Vous savez que la location en courte durée est affublée notamment d'un mal, celui de provoquer une pénurie de logements. J'ai déjà eu l'occasion d'exprimer largement mon sentiment là-dessus. Je pense que, en réalité, Airbnb est un peu le bouc émissaire de la crise du logement dont on parle et que ce n'est que l'une des causes, parmi tant d'autres, de cette fameuse crise du logement. Il n'en reste pas moins qu'on ne doit pas non plus déranger dans un immeuble par des allées et venues intempestives la tranquillité de l'immeuble et qu'il faut trouver un équilibre entre les intérêts des propriétaires qui souhaiteraient louer en courte durée et les intérêts des habitants classiques, voire de la commune. Bref, toujours cette nécessité de trouver un équilibre. Ça, c'est très important. C'est la raison pour laquelle, régulièrement, j'ai la question, mais si je passe outre cette réglementation, à quoi je m'expose? Eh bien, on s'expose à de très lourdes peines d'amende avec des remises en location classique sous peine d'astreinte, c'est-à-dire chaque jour qui passe sans que le logement ait été remis à un usage d'habitation, vous pouvez être condamné à une astreinte journalière qui ensuite va être liquidée devant le juge, donc des milliers, voire des dizaines de milliers d'euros. D'accord? Donc non seulement sur le principe, moi je vous le déconseille parce qu'il faut respecter la réglementation en vigueur. Je suis avocat et donc il est normal que je vous incite à faire les choses
dans les règles. Et en plus, financièrement, c'est une très mauvaise idée parce que ça peut vous coûter très cher. Je voulais un petit peu recadrer les choses parce que même si je suis par essence favorable à la location en courte durée, j'estime qu'elle ne doit pas se faire n'importe comment, dans n'importe quelles conditions et dans un unique souci de rentabilité. Gagner de l'argent, en faire un business pour moi, pas de problème, mais tout simplement dans le respect de la réglementation. Et c'est bien le problème dans notre pays, toujours ce déséquilibre entre un excès de réglementation et du coup des gens qui essayent d'être plus malins et qui essayent d'échapper à la dite réglementation. En tout cas, retenez le principe, non, il n'existe pas à l'heure actuelle de moyen légal de contourner la réglementation anti-Airbnb. Si on utilise d'autres modes de location, ça ne va pas être de la location courte durée, tout simplement. Si vous avez aimé cette vidéo, évidemment, abonnez-vous, likez, partagez et j'espère avoir le plaisir de vous retrouver également dans le cadre du droit d'investir. À tout de suite dans la prochaine vidéo.